André Comte-Sponville, bonsoir. Bonsoir. C'est marrant, avec votre nom, j'ai toujours cru que vous étiez un philosophe du XVIIIe siècle, en fait. C'est drôle, les noms de famille, hein, parce qu'à part philosophe ou châtelain, vous pouvez faire quoi avec ce nom? Vous imaginez un footballeur qui s'appelle Comte-Sponville, Zidane passe à Dugarry, qui passe à Comte-Sponville, qui marche. Ça marche pas. Alors, André, en paix, nous serons tous les deux. Nous parlerons philosophie, nous essaierons de dire des trucs intelligents. C'est pas fatigant de dire tout le temps des trucs intelligents. Vous n'auriez pas envie de dire un truc con, là? Écoutez, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Voilà, c'est con. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, André Comte-Sponville, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir dans le cadre de notre série Philosophe en Access Prime Time. Après Bernard-Henri Lévy, Michel Onfray, André Glucksmann, Michel Serres, Luc Ferry et Benjamin Castaldi. Je sais, j'ai complètement craqué la semaine dernière. Vous êtes, comme tous ceux que je viens de citer, un philosophe médiatique, c'est-à-dire à la fois bénéficiaire et victime de vos passages à la radio et à la télévision. Bénéficiaire parce que vos livres sont lus, victime parce que c'est paradoxal de réduire 40 ans de travail et 5000 pages de philosophie à quelques heures de télévision, non? C'est vrai que l'expression de philosophe médiatique, je l'entends toujours comme péjorative. Ouais. C'est le philosophe qu'on voit à la télé parce qu'on oublie que par ailleurs, il écrit des livres. Et c'est parce qu'il écrit des livres qu'on le voit à la télévision. Alors, victime aussi parce qu'à la télé, par peur du zapping, l'animateur ne vous laisse pas dérouler votre raisonnement et c'est difficile de philosopher brièvement. Ben oui, ça, il faut dire que c'est de pire en pire. Parce que quand j'ai commencé et à publier et donc à faire un peu de télévision, c'était du temps de Pivot ou de Michel Polac, on pouvait parler 5-10 minutes sans être interrompu. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible. Pourtant, les gens ont besoin de philosophie pour apprendre à aimer la vie, pas aimer le bonheur, parce qu'aimer le bonheur, c'est à la portée de tout le monde, mais aimer la vie heureuse ou malheureuse, hein. On confond trop souvent la philosophie avec le développement personnel ou cette espèce de thérapie facile qui prétendent vous apporter le bonheur comme ça à portée de main. La vraie sagesse, c'est d'aimer la vie, y compris quand elle est difficile, d'aimer la vie heureuse ou malheureuse, sage ou non. Or, sage, personne ne l'est complètement, si vous voulez. Il faut donc accepter la part en soi d'angoisse, de folie, de malheur parfois, mais pour essayer en effet de vivre plus heureusement, si bien que le bonheur est le but, mais c'est la vérité qui est le chemin. Et la philosophie essaye de se rapprocher du bonheur avec un peu plus de vérité. Bravo. Alors, André, vous êtes né en 1952 à Paris, enfance pas très joyeuse auprès d'une mère snob, dépressive et suicidaire. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide pendant votre enfance, votre maman, jusqu'à en mourir. Vous aviez 30 ans à ce moment-là. Pour elle, il faut dire aussi que c'était une femme extrêmement aimante. Oui. C'était une très bonne mère que j'ai aimée et que j'aime passionnément, mais c'est vrai qu'elle était malheureuse, qu'elle a fait en effet plusieurs tentatives de suicide et qu'elle a fini par réussir la dernière, mais là, j'étais déjà adulte. Ça a joué un rôle important dans ma vie, évidemment, mais y compris philosophiquement, parce que j'avais le sentiment que ces moments de joie étaient toujours un peu factices et qu'en revanche, elle était parfaitement vraie dans le malheur. C'est bien que j'avais fini par associer le malheur et la vérité. Et c'est en lisant les philosophes, et d'abord les philosophes grecs, que j'ai compris que non, c'était une illusion, qu'on peut avoir un vrai bonheur, un bonheur vrai, que c'est l'illusion en vérité qui rend malheureux. Vous savez, quand j'ai publié mon premier livre, Le Mythe d'Icare, j'ai reçu quelques semaines après la lettre d'un psychanalyste qui me disait qu'il était d'accord avec moi pour penser qu'il fallait essayer de se guérir, de se libérer de l'espérance, parce que, me disait-il, je constate dans mon cabinet que l'espoir est la principale cause de suicide. Oui, parce qu'on se tue surtout par déception. Oui, c'est vrai. Alors, votre mère était aimante, votre père pas du tout, jamais un mot affectueux. Vous dites, le premier compliment qu'il m'a fait, c'est quand j'ai intégré Normal Sup. Oui, j'avais 20 ans, c'était un peu tard, cela dit. Il appartenait à cette génération d'hommes pour lesquels montrer de l'amour, y compris à ses enfants, ça ne se faisait pas. Voilà, les pères étaient beaucoup moins aimants il y a 50 ans qu'aujourd'hui, et lui était très caractéristique de ce type d'homme de l'époque. Donc, votre mère l'a quitté, et quand il s'est remarié, il est devenu beaucoup plus sympa, quand même. J'ai vu un autre homme, transfiguré par l'amour et par le bonheur, et du coup, ça m'a aidé à mieux comprendre ce qui s'était passé avant, ce qu'il était, et à comprendre qu'au fond, cet homme n'était bien sûr pas méchant, simplement, il était malheureux. Alors, enfant, vous vous rêvez écrivain, jusqu'à la terminale, où vous découvrez la philosophie, et là, vous êtes fasciné. Quand j'ai découvert la philosophie,
ça m'a tellement passionné que l'amour de la littérature et surtout de la fiction s'est éloigné. Je me suis dit, au fond, à quoi bon inventer des histoires quand la vie réelle est tellement passionnante? C'est bien que j'ai gardé la vocation d'écrivain, mais au lieu d'écrire des romans, j'ai décidé d'écrire de la philosophie. Alors, de la même façon, la passion politique de mai 68 va emporter votre foi chrétienne. D'abord, Dieu cesse de vous intéresser, puis finalement, vous cessez d'y croire. Je suis donc devenu athée vers l'âge de 18 ans, et je le suis resté. Alors, l'athéisme devient pour vous une évidence, et vous avez une phrase formidable. Dieu revient à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas par quelque chose qu'on comprend encore moins. C'est pourquoi Spinoza disait que la religion est l'asile de l'ignorance, et je crois que sur ce point, il a raison. Vous dites, si cela ne dépendait que de moi, il y a belle lurette que Dieu existerait. Je préférerais que Jésus soit ressuscité, je préférerais retrouver ma petite fille qui est morte bébé. Oui, c'est-à-dire que, au contraire de mon ami Michel Onfray, moi, je n'ai aucune haine de la religion. Je comprends très bien que les gens souhaitent qu'il existe un Dieu aimant, tout-puissant, plein de justice et de miséricorde. Et en effet, ça serait le mieux. Mais c'est justement parce que ça correspond tellement à nos désirs les plus forts qu'il y a lieu de suspecter que nous n'avons inventé cette croyance que pour satisfaire nos désirs. Ce qui fait de la religion une illusion, au sens que Freud donne à ce mot, quand Freud explique qu'une illusion, c'est une croyance dérivée des désirs humains. Il m'arrive de dire que Dieu est trop beau pour être vrai, et qu'en effet, c'est l'une des raisons principales d'être athée. Vous êtes laïque, mais très inspiré des sagesses orientales, zazen, s'asseoir, respirer, réduire la vie à sa plus simple expression. Oui, je suis laïque, bien sûr, athée, mais je me définis comme athée fidèle. Athée parce que je ne crois pas en Dieu, bien sûr, mais fidèle parce que je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées le plus souvent dans les grandes religions, et spécialement pour nous, dans la tradition judéo-chrétienne. Pour moi, Jésus n'est pas Dieu ni fils de Dieu, c'est un homme, mais un homme évidemment exceptionnel, dont l'image continue de m'éclairer en quelque chose. Et puis, il y a en effet les spiritualités orientales, alors que j'ai découvertes beaucoup plus tard, bien sûr, mais c'est vrai que le bouddhisme spécialement, et plus encore sa variante chinoise, le Chan, et japonaise, le Zen, font partie pour moi des spiritualités les plus fortes, les plus profondes, et qu'en effet, il m'arrive de pratiquer la méditation assise, ce qu'on appelle le zazen. Et je crois que c'est très important pour un philosophe qui travaille avec le mental, avec des mots, avec des concepts, de prendre parfois le temps de s'asseoir, de respirer, de rester silencieux et attentif. Vous faites ça dans quel environnement ? Je le fais chez moi, bien sûr, mais surtout quand je suis à la campagne, dans une maison que j'ai en Basse-Normandie, où je passe 4 mois par an. Et là, tous les matins, au réveil, je pratique ça, cette méditation assise, silencieuse, sans objet. Quand je suis à Paris, c'est plus difficile parce que j'ai une vie, comme tout le monde, un peu plus agitée. Ça s'apprend ? Ça s'apprend en se pratiquant. Vous savez ce que disait Aristote, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est lui qui a dit ça. Eh bien, c'est en méditant qu'on devient méditatif. Oui. On peut méditer là un peu, là ? Alors, si vous voulez, mais ça va peut-être assez mal passer à l'antenne, mais on peut essayer. C'est pas sûr. Mais il y a une posture à prendre, genre, parce que quand j'avais 18 ans, on faisait... Non. Non, moi je ne fais pas homme. Non, en gros, on est assis, le dos droit. C'est très important parce que c'est une position à la fois de confort et de stabilité. On respire. On ferme les yeux ? Les yeux sont mi-clos en principe. Et on est attentif à sa respiration. Voilà, le point de départ, c'est ça. Être assis strictement immobile et être attentif à sa respiration. En principe, on ne le fait pas devant les caméras, mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.